Ce podcast a été enregistré à Podcastre pour les 10 ans de Podren, le festival du podcast. Plus d'informations sur badgeek.fr. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui s'encastrifie pas mal. Coucou Castres, merci. Ils sont là. Wow. Ils sont là. Ouais, je sais pas si je vais m'en remettre là. J'ai des bouffées de chaleur, c'est terrible, ça doit être l'âge. Non, ouais, c'est ça, voilà. Bienvenue dans le One A Club. Donc le One A Club est un podcast qui traite de bande dessinée et qui en 2019 devait fêter ses 10 ans et ça tombait pile poil sur son épisode 200. C'était quand même une sorte de magie. Et bizarrement, en 2019, il s'est passé des trucs dans le monde qui fait qu'on n'a pas pu faire cet enregistrement. Et on est passé directement du 199 au 201. Voilà. On s'est dit, il faudrait que pour ce 200, on fasse quelque chose d'un peu classe, qui change un petit peu. Et on s'est dit que, en public, avec des vrais gens en face de nous, ça serait une belle expérience. Et donc, pour Podcast, on enregistre aujourd'hui notre numéro 200. Je suis... Bravo. Il nous faut 200 bougies. Je suis One A Pied, mais on peut m'appeler Pierrick. J'ai un pseudo bien pourri que j'ai choisi il y a fort longtemps. Et donc, le principe de cette émission, c'est que nous avons dû choisir entre toutes les BD qu'on a lues entre 2009 et 2019, notre BD préférée. Notre BD ou notre auteur préféré, le truc qui nous a vraiment marqué. Et j'ai donc demandé en priorité à certains de mes co-animateurs préférés, parce qu'ils ne sont pas tous là, et donc je vais faire avec. On va commencer par Thio. Salut Thio. Bonsoir. Thio, donc, qui est notre grand spécialiste. À une époque, c'était lui le spécialiste de l'historique, mais il s'est fait un peu dépasser. Non, c'est fini, ça. C'est fini. Mais maintenant il aime toujours les marins. Toutes les BD avec des bateaux, franchement, il kiffe. Il aime les marins. Voilà. Voilà. À côté de ça, on a notre champion de la mauvaise foi, c'est Isaac. Salut Ti. Salut. Quelle intro. T'es content, hein? Il t'aime. Il a commencé comme serveur sur le podcast. Il voulait juste nous servir à boire, et puis il est resté. Il m'avait trop servi à boire, d'ailleurs, la première fois. Depuis que vous êtes bourré, ça fait 10 ans. Et notre dernier, qui est une recrue plus récente, c'est notre archiviste, 2017. Jérôme. Ouais, 2016. Le cul de portée. Qui lui, justement, est devenu notre vrai spécialiste de trucs historiques. Et alors, autant vous dire que s'il n'y a pas le bon nombre de machicoulis sur le château qui a été dessiné, il va te pourrir la BD. Nous, il nous pourrit la vie. Hein. Mais comme le One A Club est aussi un club où on accueille du monde, on va accueillir pour nous parler parmi leurs sélections, leur demander de voir si dans ce qu'on avait lu, il y avait des choses et qu'on n'allait pas faire, il y avait des choses qui les intéressaient, ou d'aller un peu plus large, si vraiment ils galéraient à trouver une super BD, de sélectionner. Ce sont nos 3, on va dire, auditeurs les plus réguliers, qui nous accompagnent régulièrement sur notre chat. Ils sont 3, souvent sur le chat, on a 3 personnes et quelques votes. En fait, c'est les 3 survivants, en fait. Il n'y en a pas d'autres. On a bien compris, Pierrick est notre spécialiste en communication. Ouais. Et voilà, commercialement parlant, on est au top. Voilà. Donc, et qui vont nous accompagner pour nous parler d'une bande dessinée aussi. On les appellera au moment voulu. Ce sera Randall, Non, Cobal et Azertov. Tu es le suspense. Et comme on s'est dit que c'était aussi cool de faire venir les gens, on a demandé aux éditeurs s'ils voulaient bien nous envoyer des bandes dessinées parmi notre sélection de coups de cœur. Et il y en a qui ont répondu, ce qui fait qu'on a une grosse pile de bouquins à faire gagner. Et il y aura donc un quiz qu'on va essaimer tout au long de cette émission, qui sera un blind test, mais avec une image brouillée, parce qu'on s'est dit qu'avec une image brouillée, c'était rigolo. Voilà, pour ceux qui Les gens du bar, venez, il y a des cadeaux à gagner. Non, mais c'est bon, ils sont trop Et on va commencer tout de suite avec la chronique de Thio. Alors de quoi tu vas nous parler, mon cher Thio? La Vierge et la putain. Voilà, c'est comme ça, c'est d'emblée, on met déjà le titre. C'est une bande dessinée de Nicolas Juncker, donc chez Glénat, parce que du coup, voilà. On va la faire circuler. Ouais. Pierre va vous la faire circuler. Alors, Nicolas Juncker, avant de nous faire découvrir des combats de vieux dans des octogones, avec Octofight, assez récemment, il a fait aussi de la bande dessinée historique.
Alors, on va avoir donc dans ces deux livres, donc Elizabeth Tudor et Marie Stuart, les deux destinées croisées de ces deux reines, une de France, une d'Écosse, c'est la même, et une d'Angleterre. Destinée croisée parce qu'en fait, une va commencer à 16 ans en prison et va finir reine d'Angleterre, et une est reine de France à 16 ans et va finir à peu près à 26 en prison, elle aussi. Donc deux destins qui se croisent et deux bandes dessinées historiques donc, qui vont nous permettre justement de bien rentrer dans cette renaissance du XVIe siècle c'est mieux sans lunettes, en Angleterre. Alors, attendez, du coup, forcément, sans lunettes, c'est mieux. C'est mieux, ouais, c'est mieux ou pas mieux en fait. Je crois que la vieillesse me gagne et on aurait dû faire. Boulet, on se le tape tous les ouais, mois. mais en fait, c'est quoi on aurait dû le faire il y a 4 ans. J'avais une meilleure vue. Il y a 4 ans, il marchait mieux. Alors, la bande dessinée, justement, donc Nicholas Juncker explore justement toutes les relations complexes que Elisabeth va avoir avec sa cousine Marie Stuart, reine d'Écosse, et justement toutes les confrontations qu'elle va avoir au cours du temps sans jamais se rencontrer. Ce qui est quand même assez phénoménal parce qu'elles vont beaucoup échanger par lettres, elles vont avoir beaucoup de liens politiques, mais ne jamais se voir réellement. Elisabeth donc va être la Elisabeth Ier d'Angleterre, donc qui va être une des plus grandes reines, on va dire, d'Europe. Et Marie Stuart voudrait être reine d'Angleterre, mais elle ne le sera malheureusement jamais. Ouais, mais bon, je me dis que au 15e quand même ça va. 400 ans plus tard, on est bon. Je crois que c'est bon. Je vous divulgage rien, quoi. Alors, Nicholas Juncker va justement se distinguer par son habileté à créer une atmosphère et un cadre historique qui est vraiment très très riche. Il va nous faire vraiment plonger dans cette atmosphère avec des costumes qui sont très élaborés, avec des beaux décors, des visages qui sont assez caricaturaux, c'est vrai, mais qui sont très expressifs. Il va justement insuffler donc beaucoup de vie dans ces personnages et les deux reines qui sont dessinées vont vraiment en lumière les défis qu'elles vont devoir vivre dans un milieu qui ne va être que un milieu d'hommes. C'est deux femmes qui vont en fait diriger les deux îles pendant une dizaine d'années dans un milieu où il n'y a que des hommes. Et d'ailleurs justement pour un petit peu bien montrer ce phénomène, Nicholas Juncker choisit au fur et à mesure de faire passer des petits personnages. James Stewart, Edward VI, John Knox, William Seville, donc quand vous lirez l'histoire, vous pourrez savoir qui c'est. Et de les interviewer un petit peu face cam, une petite interview, voilà, il y a 3 petites cases, et en fait, ils nous disent des trucs sur elles. Alors, des fois, c'est quand même assez... Non, c'est pas assez, c'est très cru. Des fois c'est drôle, des fois c'est très piquant, mais ça montre bien justement toutes les relations qu'ils ont voulu mettre entre elles et les hommes, et le fait que c'était quand même deux femmes très très fortes et qui ont réussi à gouverner ce monde d'hommes. Le dessin de Nicholas Juncker est assez simple, et je pense que clairement il ne peut pas plaire à tout le monde. Moi il me plaît beaucoup, mais je conçois que certains diront que c'est un peu grossier, que c'est trop... ça manque de finesse. Pour l'historique, ça fait du bien, du pas réaliste. Oui, justement. Mais moi je le trouve vraiment adapté parce que grâce à ce dessin un peu grossier, en fait, il a pu mettre l'accent sur la couleur, avoir des couleurs, des lumières qui vont vraiment mettre une ambiance, des couleurs chaudes pour certains moments, des couleurs plus froides pour d'autres. Mais le vrai point fort de ces deux bouquins, et c'est là où on est sur une pagination qui est presque oupapesque, c'est qu'en fait les deux bouquins sont des palindromes, mais ce sont des palindromes l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous lisez le bouquin d'Elizabeth Tudor et vous avez une double pagination qui vous renvoie en fait au bouquin de Marie Stuart. Et t'as perdu la moitié des gens. Je sais bien, mais c'est les 3/4. Mais c'est pour ça que j'ai dit, on fait circuler le bouquin, tu vois, comme ça ils peuvent du coup, mais il faut qu'ils aient les deux en même temps. Non, il y en a 2 normalement. Il y a les deux qui circulent. Ouais, mais il faut avoir les deux. Donc vraiment, alors si un jour vous avez la chance d'avoir les deux entre les mains. Ça peut arriver. Il y a des gens au fond qui l'ont et qui s'en vont avec. Hein. Voilà. Alors, partez pas juste avec les bouquins, il y a le coffret quand même. Partez avec. C'est justement d'avoir cette double pagination, de pouvoir relire un bouquin et l'autre. Et vous voyez en fait que les deux bouquins se répondent. Que des moments où on va avoir Elisabeth qui va être dans la lumière sur telle page, et où on va avoir un dégradé qui va l'amener dans un endroit sombre ou dans des on va dire endroits obscurs de sa tête, et bien de l'autre côté Marie va vers l'inverse. Elle était justement à un moment de sa vie où elle était au fond du trou, et on va avoir de la lumière qui va apparaître, où on va avoir des personnes qui vont se battre pour elle, parce que bon, forcément elles vont chacune avoir un peu leur prétendant. Marie Stuart va coucher avec beaucoup de monde, c'est pour ça qu'on l'a surnommée la putain, et Elisabeth, pas du tout, elle n'aura jamais d'enfant, mais a priori elle a quand même couché, mais on l'appelle la Vierge. Et en fait, justement, leurs prétendants vont chacun se battre pour elle, et on va avoir justement des passages où on va avoir la réponse de l'un à l'autre. Et cette double lecture est absolument géniale. Voilà, c'est
c'est une, je dirais, c'est une aventure à vivre en BD. Après, il faut aimer l'histoire, c'est certain, pour aller vers ce phénomène-là, mais c'est quand même pas mal. Moi, je dirais en conclusion, tu ne devais pas avoir un chronomètre? Ouais, bien, regarde, il est 19h12. 19h12, ouais, ça n'a pas changé. C'est cool, ça fait 10 minutes, c'est ça? C'est parfait. 5 minutes, j'étais bon, quoi. En conclusion, donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que pour moi, ce livre de Nicolas Juncker de 2015 m'a beaucoup marqué parce que ça m'a montré qu'en bande dessinée, on pouvait faire autre chose que juste tourner des pages et avoir des cases qui se suivent. Et avoir ce rapprochement entre deux livres, j'ai trouvé ça absolument génial, et surtout d'avoir, le sujet s'y prêtait bien, mais d'avoir ce palindrome avec une reine qui va commencer dans l'obscurité la plus totale d'une prison pour finir reine d'Angleterre et être sans doute la plus grande reine d'Angleterre avant Victoria, et l'autre qui va commencer en étant reine de France à 16 ans, puis du coup veuve à 17 ans, se retrouver reine d'Écosse et essayer de récupérer le trône pour son fils. Voilà, les deux histoires se croisent et sont formidablement bien racontées par Nicolas Juncker. Donc La Vierge et la Putain, c'est de Nicolas Juncker, donc à tous les postes, scénario, dessin et couleurs. On le trouve chez Glénat pour 35 €. Merci Thio. Vous pouvez applaudir, hein, il mérite. Merci. Et on va maintenant appeler Randall. Cher Randall, viens par ici. Randall. Alors Randall, toi tu nous as choisi de mettre un peu plus de légèreté par rapport à nos sélections. Merci à toi. Ouais, j'essaie de mettre un peu de joie. Un peu de joie et de bonne humeur. Donc toi tu as choisi le grand méchant renard de Benjamin Rainer, qui se fait aussi appeler Reineke, qu'on trouve chez Delcourt pour 16,95 €. Mais de quoi que ça nous parle et pourquoi c'est bien? Alors déjà, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de l'histoire d'un renard accompagné de comparses totalement débiles, qui vont essayer d'éviter. Attendez, je me mélange un peu. Qui vont essayer d'élever 3 petits poussins. Et en fait, c'était pas pour les élever, c'était pour en faire des poules qu'il va pouvoir manger. Et il s'inspire par un loup pour arriver à être méchant comme le loup. Être méchant comme le loup. Seulement, ça ne marche pas avec un petit renard. Surtout qu'il n'est pas très fin non plus. Hein. Lui-même, il n'est pas. Il est sorti un peu chaud du moule quand même. C'est ça. Il est un petit peu. Voilà. C'est pas le meilleur de sa génération. Un petit peu plus. Ça a collé dans le fond, quoi. Voilà. C'est pas le couteau plus aiguisé. Du coup, on fait encore dater comme ça. Plusieurs. Hein. Ouais, allez-y, non mais laissez-le parler un peu. C'est dur, hein, t'as vu. Je les supporte, mais depuis trop longtemps. Ouais. Non, voilà. Alors, déjà, cette BD, c'est un pur bonheur. Et l'animé qui a été fait par la suite, c'est pareil. Film d'animation fantastique, voilà, par l'auteur. Ça fait partie de ces choses qui... Il y a des petits bonheurs dans la vie qui sont très importants. Il n'y a pas que ça en BD, mais tu peux retrouver ça dans certaines séries télé ou certains personnages où tout ce qui se passe là-dedans ne t'apporte que du truc positif. Et c'est exactement l'image de ça. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi la petite BD qu'il avait fait en même temps en Turbo Média. Ouais, Turbo Média Feu. Voilà. Où il essayait de rentrer dans la ferme. Une sorte de bonus qu'ils avaient mis sur le site, voilà, il me semble, de l'éditeur de Delcourt. Et puis Reineke, en plus, c'est extrêmement accessible, parce que tu peux le trouver parfois sur des Twitch en train de discuter avec les gens du chat. Ouais, c'est un gros gamer qui se traite sur beaucoup de sites de jeux, un animateur assez accessible, effectivement. Voilà. Et un dessin hyper simple et stylé, quoi. Donc voilà, ça c'est un des plus grands bonheurs de BD que je connaisse. Vous en aviez pensé quoi à l'époque? On avait bien aimé, hein, quand même. C'est top, hein. Franchement, c'est génial. C'est vraiment très génial. Il vient du milieu de l'animation quand même, on peut le dire. C'est aussi pour ça qu'il a fait d'ailleurs lui-même l'adaptation en animation. Exactement. Et il est hyper gentil en plus, Rainer, il est adorable. Son grand succès, c'était Ernest et Célestine. Ouais. Un de ses premiers vraiment gros succès en tant qu'animateur. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans le travail qu'a fait Reineke, c'est vraiment ce côté mimique. C'est-à-dire que ces personnages ont tous des gueules où en quelques traits, il arrive à nous mettre une expression. Je veux dire, quand il y a un personnage qui fait la tronche, mais tu comprends très bien qu'il fait bien la tronche, quoi. c'est clair. Quand il y en a un qui a peur ou quoi que ce soit, c'est très expressif. Et puis surtout une narration où il n'y a pas de case franche, donc on passe d'une image à l'autre. De manière complètement fluide. Voilà, très très fluide. Et ça marche vraiment. Et ça bouge. Ouais. Ça bouge bien. Et on s'en souvient comme d'un dessin animé. Exactement. Même sans l'animation, ça marche quand même. L'animation rajoute encore au plaisir. Et il a réussi à garder pratiquement le même trait, ce côté pas fermé, qui est assez incroyable. Ouais, moi, j'avais très peur quand j'ai vu qu'il allait faire le film d'animation, qu'il soit obligé d'adopter un style graphique beaucoup plus
Voilà, beaucoup plus Non, mais contenu, beaucoup plus machin. Il l'est un petit peu, mais c'est tellement, enfin, c'est parfait quoi, comme adaptation. Et C'est une adaptation, une proposition en tout cas qui fonctionne de 7 à 77 ans. c'est ça. C'est-à-dire que à n'importe quel âge, on va avoir son propre niveau de lecture et on va y trouver du plaisir. C'est un vrai petit bonbon. Exactement. Et puis il a fait aussi, on peut pas rater non plus un bébé à livrer, qu'il a fait pratiquement dans le même style, Ouais. qui est incroyable aussi, qui est d'ailleurs aussi dans De le mémoire, film dans le d'animation. DVD, il est en. Dans le DVD, il il y a est aussi fourni un en lien animation avec- en DVD. C'est-à-dire qu'en fait, le même au ciné, c'était les deux à la suite, Ah ouais. plus un truc sur Noël qui était très très drôle. Oui. Très drôle aussi. Voilà. Donc voilà, Donc c'est voilà un excellent choix, monsieur. Ah, je te remercie. Merci d'avoir porté de la légèreté à notre truc Exactement. plombant. Maintenant, vous pouvez continuer à lire des trucs tristes et qui font pleurer. Merci, on Randall. va en parler d'ailleurs, on va en parler. Mais que se passe-t-il maintenant? On va faire un quiz. Alors, le quiz, c'est simple. C'est une sorte de blind test. J'ai choisi des bandes annonces de films adaptés de bandes dessinées. Donc, il y en a un paquet. Il y en a des vraiment introuvables. Il y en a des plutôt faciles. L'image pour les gens dans le public est complètement brouillée, mais c'est juste histoire qu'il y ait une image. Ça peut aider quand même un peu. Mais écoutez bien le texte, parce que parfois les indices sont très subtils dans le texte. Et à chaque fois, vous allez partir avec 2 BD. Celui qui trouve. Si vous donnez une bonne réponse, une fois, évitez de recommencer, laissez un peu gagner les autres quand même. Ça serait plutôt cool de votre part. Et on commence tout de suite. Mais attends, Ouais. mais comment est-ce qu'il signale? Moi, je pense que Ouais. comme c'est un podcast sur la BD, il faut qu'il fasse une onomatopée. Voilà. Pensez à Gaston. Vous signalez une pensez onomatopée. à Et c'est qui l'arbitre qui va Blowing. dire lequel fait le premier C'est toi l'arbitre. Ouais. Ouais. C'est toi qui vas devoir bien regarder. N'hésitez pas à lever la main en même temps. Ouais. Visuellement parlant, ça va bien nous aider. Et on commence tout de suite par le premier extrait. L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. Un monsieur moustachu sur la gauche. Ouais. Bravo. Bien joué, bien joué. Tu viens de gagner 100 milliards d'immortels. 100 milliards, tu as gagné. Il y a plein de 100 milliards à gagner. On a 1200 milliards à faire gagner. Je veux dire, vous en avez vu des jeux comme ça? On passe sur un truc un petit peu plus compliqué, mais je pense que vu les geeks qu'il y a ici, ça devrait aller. Il faut juste. Ah, c'est pas une onomatopée, ça marche pas. Non. Non. Dommage. Ouais. Bravo. Gagné. Congratulations. Et le truc à gagner qui est avec, Il faut récupérer c'est le grand méchant renard. Non, Non, c'était pas ça, il s'est planté de BD. Non, c'est qu'en fait, on a le grand méchant noir, tu l'as envoyé. Ah, t'as envoyé lequel là? non, on mais le le fera grand gagner au méchant prochain. noir, Il a envoyé le parti, en suivant. Ok, on le verra au prochain. Non, c'est mais pas grave. C'est pas grave. Pas grave, on a Pas pas grave, fini. lâchez-lui, continue. Dans le pire des cas, on fera du troc à la fin. On fera du troc à la voilà. fin. Donc ça, et le grand méchant renard, là tu fais gagner celui-là et le grand méchant renard qui est dans le public. Il est dans le public, on l'a passé pour que les gens le feuillettent. Allez, on enchaîne. Et là, la difficulté, ça passe un petit peu au niveau au-dessus. Soyez attentifs. Plop, plop. Ah, il y avait plop là. On a un plop, on a un plop. Oh, bravo. Bon, alors, normalement, tu devais gagner un Valérian, mais tu vas gagner le grand méchant renard. Vous voilà. pouvez vous échanger le Vous pouvez faire des Valérian et le grand échanges, méchant renard. Non, mais il est là, le grand méchant renard. Tarchivis, il revient. Ouais, ça sent l'arnaque, là, il va tout récupérer. Ah non, il rééchange. Je refais les échanges. Ah non, mais comme ça, il a honte de son C'est erreur. pas Covid-proof, ça. Hein. Ouais. Et on passe à la prochaine chronique qui Non, va ça devoir reste, tenir le Vous timing. êtes en arrêt avec les Le cadeaux, Père quiz, Noël. c'est fini. Voilà, Père Noël, il se détend. la suite, ça va descendre petit à petit quand même. Maintenant, vous assurez pas mal. Hein. Le Valérian, il était vraiment pas évident. J'ai fait des tests avec plein de gens, il y en a plein qui ont foiré. Bon, c'est que des sourds, hein, mais bon. Nausicaa aussi, c'était chaud. Hein. Je connais la musique, Nausicaa, tu trouves. Et ben, on enchaîne avec notre cher Tizak qui va devoir tenir un timing, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel en soi. En nous parlant de Trois Ombres, Portugal et L'âge d'or. Voilà, de Cyril Pedrosa. C'est ça. Donc en fait, je vais surtout vous parler de Cyril Pedrosa à travers ses 3 œuvres. Alors quand la thématique de cette émission spéciale a été choisie, pas par nous, hein, mais par Pierrick, je me suis tout de suite dit, grosse galère, comment choisir
parmi autant d'albums lus, chroniqués à travers cette décennie. Que de souvenirs, que d'émotions, que de disputes aussi. Comment trier, comment classer une bande dessinée, un ressenti par rapport à un autre? Alors j'ai décidé de m'en tenir aux origines, là où tout a commencé. Et je ne vous parle pas du ventre de ma mère. Quand j'ai intégré cette émission, c'était il y a fort longtemps. Un album m'avait bien marqué et avait permis de sortir le genre BD, de mon opinion, du simple divertissement, aussi bon soit-il. Et cet album, eh bien, c'est Pierrick ici présent qui me l'a mis entre les mains. C'est le Portugal de Pedrosa. Donc il est en train de circuler dans les rangs. Et là, quelle claque! Un récit mi-autobiographique, mi-fictionnel. Pedrosa partage les mêmes origines lusitaniennes que le protagoniste principal, Simon Mucha. Et il partage également bon nombre de ses interrogations, de ses rapports familiaux taiseux, de ses émotions lors de la première découverte de la terre de ses ancêtres. Bref, une introspection violente, autant pour le héros que pour l'auteur, mais racontée tout en subtilité, avec une infinie délicatesse, notamment dans les rapports humains et les non-dits. Alors que tout est remis en cause dans la vie de notre protagoniste principal, tout est chamboulé dans sa vie. Que dire de la qualité du traitement graphique qui profite des mêmes attentions, tout autant dans les crayonnés que dans la mise en couleur? La couleur est un point sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard, mais le style graphique qui est utilisé sert systématiquement le propos. Il recherche des mises en page, des astuces pour renforcer l'immersion dans la tête des personnages. Il supprime les décors lorsqu'il veut attirer notre attention sur les dialogues. Il superpose les corps, les objets, le décor pour alimenter la confusion mentale du héros et nous la transmettre. Il joue sur les cadrages, il joue sur les pleines pages. Bref, il a une obsession, nous toucher, nous attraper et nous emmener dans son récit. À partir de là, mes comparses ont dû me supporter dans les émissions suivantes. Et moi, j'ai continué à apprécier et à rechercher tout particulièrement les albums dans cette veine. Un peu méchamment incrusté quand même. Les gros livres. Ouais, Très gros livres. Les très gros livres. Ça a du poids. Bien évidemment, lorsque je suis tombé chez mon libraire préféré, Bienvenue à Aix dans la BDRI, sur une autre bande dessinée signée Le meilleur Pedrosa, libraire du monde. Page pub. je l'ai tout naturellement mis dans mon panier. Et blam, encore une claque. Et cet album, c'est 3 ombres. Alors certes, il est sorti avant Portugal pour les plus tatillons, monsieur Jérôme. Le meilleur mais de tous, voilà. c'est le plus léger. Exactement. À travers les relations au sein d'une petite famille adorable, Pedrosa va aborder le thème de la mort d'un enfant. Quoi de plus difficile, quoi de plus délicat, voire de casse-gueule à traiter? Il abordera également le refus de cette mort et le travail de deuil qui devra en découler, sinon c'est trop facile. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi ce sujet absolument affreux? Bien tout simplement parce que des amis de l'auteur ont perdu leur fils. Et donc c'est cette relation plus étroite que la normale avec la mort qui a fait germer en lui la nécessité de parler de cette thématique à travers tout ce qu'il a appris durant cette douloureuse expérience. Cette urgence d'en parler, Pedrosa a su la transcender encore une fois avec une immense humanité, une immense justesse dans la façon de raconter l'intimité de cette famille et de sa douleur. Et une fois de plus, il a réussi à nous la transmettre et à nous embarquer dans ce tourbillon d'émotions mais aussi d'oppression. Enfin, l'âge d'or. Un conte moyenâgeux, utopique, une grande épopée aux accents féministes. Peut-être qu'il faut dire merci à la co-scénariste, Roxane Morey. Ouais. Mais surtout avec des revendications politiques et sociétales qui sont parfaitement assumées. Pourtant, même dans ce nouveau registre qui pourrait sembler beaucoup plus distancié, son approche se fait une nouvelle fois par le biais de l'intimité des personnages, par leurs relations familiales, par une bonne dose de révélation sur leurs aspirations profondes. Et là encore, Pedrosa nous emporte, car elle est dans le vrai de ce qui fait un humain, homme ou femme, jeune ou vieux, paysan, soldat ou même reine. Pour résumer son écriture, Pedrosa me semble toucher au génie du romancier. Rentrer dans l'intimité des gens avec délicatesse, raconter l'introspection, comprendre les liens familiaux sont toujours au cœur de la construction de ces personnages et ça permet de toucher à l'universel, à faire écho à quelque chose en chacun d'entre nous. À chaque fois, il est dans le vrai, dans l'humain, quel que soit le genre ou les thématiques abordées. Pour résumer la qualité du coup de crayon, cette fois-ci, il a le talent de quelqu'un qui vient de l'animation. On en parlait tout à l'heure avec le grand méchant renard. Même ces images fixes ont du mouvement, de la vie, et là encore, ça vient en parfaite adéquation avec les sentiments, avec l'humanité et la réalité des personnages. Alors, concernant la couleur, je vous avais dit tout à l'heure que je reviendrai dessus, de son propre aveu, Pedrosa n'était pas bon en couleur. D'ailleurs, 3 ombres qui circulent étaient en noir et blanc. L'album précédent, qui s'appelait Les Cœurs Solitaires, n'était pas colorisé par ses soins. Par la suite, dans Portugal, par contre, là, vous allez pouvoir vous en rendre compte, les crayonnés presque monochromes du début évoluent vers des teintes qui sont de plus en plus chaudes. La deuxième partie est réalisée par Ruby, mais sous la direction quand même de Pedrosa, qui voulait des couleurs qu'il estime narratives, selon ses propres termes, car elles ne sont pas simplement là pour faire joli, pour embellir, mais pour être en corrélation avec le propos. Dans la troisième partie du bouquin, Pedrosa reprend lui-même la palette et il travaille en couleur directe. Il dit « J'arrivais à apprivoiser les couleurs, à jouer avec elles ». Lui-même était surpris du résultat. Dans l'âge d'or, alors là, on est sur des couleurs absolument impressionnantes, qui renforcent tout à la fois l'aspect épique que le lien avec les enluminures moyenâgeuses. Et
On dit pas moyenâgeux, c'est péjoratif. On dit médiéval. Je vous avais dit qu'il était. Je l'attendais. Je l'ai quand même sorti Ça fait 2 fois déjà, 2 fois. Je l'ai sorti 2-3 fois avant qu'il réagisse. Tu es fatigué ce soir, hein? Non, c'est qu'il voulait pas te couper, je te rappelle. Oh, bon, on y arrive toujours. Donc là, sur ces couleurs-là, il n'a pas travaillé seulement sur la mise en couleur. Pedrosa indique lui-même avoir découvert, grâce au numérique, de nouvelles techniques qu'il était incapable de rendre en traditionnel. Et là encore, son approche passe avant tout par la transmission des émotions, du ressenti et un grand souci du détail pour que nous, pauvres petits lecteurs, soyons au plus proche de l'immersion totale. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je ne vais pas demander Pedrosa en mariage, mais je voulais simplement vous partager mon immense coup de cœur pour un artiste qui est tout aussi immense à mon sens. Et je terminerai avec des mots qui sont de lui. Les petites choses de la vie me touchent. Je n'apprécie pas les fictions spectaculaires. J'aime plutôt aiguiser et polir les petites choses avec un outil très fin pour les rendre intéressantes et belles. Merci, Monsieur Pedrosa, pour cette beauté. Merci Thierry. Et maintenant qu'on va appeler notre deuxième chroniqueur invité, c'est parti. Ouais, vas-y. Il a quand même fait que 6 minutes. Ouais, non, bien sûr. Il assure. On lui en avait donné 5, il en a donné 5, il n'en a fait que 6. Ça, c'est la faute à Jérôme qui l'a coupé. Bien sûr. Sinon, il était bon, quoi. Non, mais c'est toujours comme ça. Merci, Jérôme. Mon alibi. On va appeler Cobal. Cobal, tu es attendu sur scène. T'attends. Alors Cobal, tu as choisi quelque chose alors que nous on n'avait pas du tout vu passer. C'est-à-dire que pourtant on en voit passer des bandes dessinées, mais il en sort tellement que c'est pas évident. Ça s'appelle Négaliode, c'est de Vincent Pierrot, au scénario. On est passé à côté. Et je veux dire, on peut pas tout voir non plus. Hein. Oui, le deuxième est sorti dans le futur de l'épisode 200. Il y a 5000 albums qui sortent par an, rappelons-le quand même. Donc, Et on les lit tous, bien évidemment. Vincent Pierrot au scénario et au dessin, et Florence Breton à la couleur, chez Castorman pour 25 €. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, ce bouquin est une grande saga de science-fiction qui se déroule dans un monde qu'on devine post-apo, puisqu'il est très très désertique. Et on suit en fait les aventures d'une sorte de cow-boy au sens premier du terme, c'est-à-dire le type qui garde les vaches. Sauf que là, ces vaches, ce sont des dinosaures. Et il y a une sorte de camion bizarre qui lance des éclairs, qui traverse la zone où il se trouve avec son troupeau. Et son troupeau se trouve électrocuté par l'engin. Et il décide que, alors là, franchement, il y en a marre et que ça se passera pas comme ça et que je vais aller voir les gens de la ville pour me faire rembourser mon troupeau. Et c'est ainsi que commence une aventure. C'est comment dire, c'est une espèce de grande saga qui. C'est quoi déjà le terme adéquat tu sais. Dystopique. Non, tu sais, lorsqu'un personnage va traverser plusieurs couches d'une société. Le voyage du héros. Non, c'est pas ça. Non. Ouais. C'est les différentes strates de la société. Une ascension sociale. C'est. Voyage initiatique Non, c'est. Voilà, là, on est Je pas- trouverai on a l'idée. je trouverai pas. On a Bref, l'idée. voilà. Et c'est très très beau. L'auteur a été visiblement biberonné à Mobius parce que ça ressemble quand même très très fort. Et puis voilà, c'est une aventure qui qui s'intéresse à des thèmes qui nous touchent, genre l'environnement. Et donc et sur ce monde qui semble de plus en plus privé d'eau. Parce que l'eau, en fait, est détournée par des canaux pour alimenter les cités. En fait. C'est ça, des cités Il y a plus de mer. des cités qui sont plus ou moins aériennes. C'est un peu aux cités de Gunn, c'est un peu l'idée. Ils connaissent. Avec des énormes appareillages qui sont de la taille, qui font un peu penser à ce qu'on peut voir dans Portal en termes d'architecture et tout ça. Et voilà, c'est très chouette, c'est une grande aventure à grand spectacle avec plein d'images, je veux dire des environnements très variés, des créatures, plein de trucs. Voilà. Et c'est très dépaysant comme.
Et vous, les copains, vous en avez pensé quoi? Parce que justement, pour le coup, on l'a lu pour l'occasion, puisqu'on était passé à Exactement. côté. Et on s'est dit, si c'est si génial, il va falloir qu'on trouve du mal à en dire. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Vu sa tête, il a trouvé. Non, pour le coup, c'est assez intéressant. Le traitement graphique, il joue pour beaucoup. La notion de grands espaces est extrêmement bien rendue, aussi bien dans l'aspect campagne, on va dire, même si c'est parfaitement désertique, que dans l'aspect de ces grandes villes. Et le choix des cadrages est vraiment, nous permet vraiment de nous immerger dans le contexte. Le héros, effectivement, alors je l'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu le deuxième, donc je sais pas encore précisément où est-ce qu'on va aller. Mais effectivement, il va traverser toutes les couches et on mêle aussi bien de la religion, beaucoup d'inconnus, une notion d'intelligence qui est au-dessus de tout le monde, qui est soi-disant bienveillante, mais on n'en est pas parfaitement sûr. Donc le contexte social et sociétal est extrêmement important dans cette bande dessinée et vraiment bien rendu. Donc ça donne énormément de profondeur à la quête du personnage principal. Ce roman picaresque, tu veux dire? Personne ne m'a soufflé l'information. Asmar, ne dis rien. Merci Asmar. Donc effectivement, ça donne énormément de profondeur au héros qui au départ a pour quête de venger son troupeau. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, sur le petit bout de post-it que l'auteur a eu comme idée dans un resto, c'était le héros va se venger parce qu'on lui a tué son troupeau. Il a un côté ça paraît un peu faible, quoi. Il a un côté très Skywalker dans son Exactement. Il y a un entrée. truc quand tu tue ton chien, tu vois, on fait des films, des sagas. Exactement, on complètes. tue son chien, il devient très méchant. Oui, mais c'est vraiment Luc parce qu'en fait, le mec, il lâche son speeder en fait. Oui, c'est vrai. C'est Exactement. ça. Il lâche son speeder. Il dit non, c'est bon, Voilà, je te laisse. c'est un speeder dinosaure. Là. C'est un speeder dinosaure. Mais quand même. Et toi, Thio, C'est un peu trop lincal, mais sans lincal, tu vois. Je j'ai pas accroché, clairement. Le style graphique, ouais, ça m'a rappelé du Mobius, mais après, pour le reste, bon, voilà. Même les dinos m'ont pas rappelé Jurassic Park et je suis pas retourné en enfance, donc non, désolé. Aïe. il casse tout, quoi. Tu vois, on va perdre un coup de cœur à cause de lui. Oui, alors le but, Non, normalement, dans nos d'habitude, c'est émissions... Non, on aurait Non, été, il y a on aurait l'archiviste été, qui arrive, on il y a aurait été deux l'archiviste. aussi. Hein. voilà. Jérôme. Le but dans nos émissions, en théorie, c'est qu'on lit tous les mêmes BD et si on est tous d'accord, Sauf Jérôme. on met un Non, coup de non, cœur tous. à la BD. Mais il faut qu'on soit tous d'accord. Et en général, ça amène beaucoup de débats parce qu'il y en a bien un d'entre nous qui a adoré. Il y en a toujours un pour dire ouais non mais en fait ton truc c'est de la merde. Ça marche pas mal. Et on Souvent, c'est s'engueule. Jérôme. Alors, va te faire On va y voir. arriver. Va te faire voir. Et ceci étant, ça veut dire que si jamais il y a un coup de cœur, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Parce qu'on a des goûts bien différents. C'est-à-dire que les quatre donnent un coup de cœur, c'est que vous pouvez y aller. Faites Moi, gaffe pour ouvrir la porte de la boutique, quand même. Ce que j'ai trouvé sur Négaliode, c'est que vous parlez pas mal de Mobius, mais moi j'ai surtout vu du causé dans les visages. Il y a vraiment ce côté causé, le côté histoire de montagne, comme le fait causé dans Jonathan, où tu vois grimper, etc. Il y a ce côté-là qui va très très bien avec ce côté aventureux de son personnage, qui va monter les strates en fait. Et puis il y a aussi un côté Peters dans les décors. Donc je me dis, il est peut-être un peu suisse, j'en sais rien, parce que là je viens de citer deux auteurs suisses, et je sais pas pourquoi ces deux-là m'ont sauté aux yeux. Alors oui, il y a un côté Mobius, mais plus par le côté métal hurlant. Pour moi, c'est du métal hurlant moderne, c'est-à-dire que c'est vraiment une ambiance métal hurlant, mais avec des thématiques de notre époque. Et c'est en ça que ça marche bien, c'est que c'est un bel hommage, je trouve, à cette époque-là, mais en se la réappropriant pour la replacer dans notre monde. Maintenant, là où je comprends pas, c'est comment est-ce qu'il a pu faire un 2, parce que c'est vraiment une histoire qui se termine totalement, qui n'appelle pas à une suite. Il y a aussi des trouvailles graphiques qui sont pas mal sur le jeu, sur les cases, vers la fin, où il y a plein de petites cases qui partent dans tous les sens, et moi j'adore quand il y a des jeux sur les cases. C'est des jeux sur la narration, sur la façon dont on raconte. Moi pareil, je ne mettrai pas ce que je disais dans mes coups de cœur, mais je trouve que en tant qu'hommage à cette époque métal hurlant, c'est le meilleur truc que j'ai pu lire dans le genre, quoi. Voilà. Merci à toi, Cobal. Merci à vous. Merci. Et qu'est-ce que c'est qui revient? Et qu'est-ce que c'est qui revient? On repart sur du quiz. Alors, sur le quiz, dans celui-là, voilà. Alors oui, parce qu'on va faire gagner un Négaliode. Ça sera le dernier qu'on fera gagner. Mais là, on va faire gagner, on vous dit pas, vous verrez, c'est que des choses bien encore. Et on commence par du facile, toujours. Il y a un ploup là-bas? Non. Ah, on a un paf? Non, Non. plus. Ça, c'est adapté d'un jeu vidéo, pas d'une BD. Attends, j'ai rien entendu. Ah, on a un plouf là-bas? Ouais, bravo.
Alors celui-là, je sais pas pourquoi, je l'ai fait tester à plein de gens et moi, j'aurais jamais trouvé. Hein, j'aime pas les trucs de voiture. Et pourtant, c'est lui qui l'a fait. Ouais, les gens, Michel Vaillant l'ont trouvé, mais à une vitesse assez hallucinante. C'est normal pour Michel Vaillant. On passe au suivant, c'est le. Je peux vous aider? Oula, wow, Johnny. Ouais, mais t'as déjà gagné. Ah non. Donc, Asmar a le droit d'offrir les cadeaux à qui il veut. Voilà, tu choisis. Et les envoie. Quand on a dit Ouais, qu'on ouais, pouvait y là, aller là, les yeux il- fermés, c'est pas Ouais, c'est totalement ça, total. Attention. Ah, allez, la ouais, piñata, il est c'est en train parti de- la piñata. Bravo la piñata. Bon, effectivement, si vous avez déjà gagné, laissez jouer. Laissez-les jouer les autres, Les petits quoi. camarades de jeu. Où tu souffles. Ça te dérange que je ne sois pas tout à fait humaine? Tu es la fille On a un plouf. Non, monsieur. la plus humaine que j'ai jamais rencontrée. On a un replouf. Ouais. Pas loin. Oui, si, là, je peux que l'accorder, là, je l'accorde, là. Non, mais. On Ah, veut, non, mais on là, veut je le peux que- là, titre je du peux que- film. Non, mais je peux que l'accorder quand même. C'est Alita, Battle on. Alita. Voilà, non, mais. Je veux dire- Voilà, et il a dit presque bien Gunnem parce que personne ne sait comment il faut le dire, donc ça va, quoi. Voilà, un film de Roberto Rodriguez qui voilà. Il n'aura pas de suite. Voilà. Alors, sachez qu'on n'a pas choisi que des bons films hein, dans les bandes annonces. On a pris des trucs qui, voilà, il y en aura des pires. Ah, c'est comme pour les chroniqueurs, ça. Hein. Et on passe à la chronique suivante. Bah d'ailleurs. On reste dans la joie et la bonne humeur. Assez léger. Ouais. Avec notre cher archiviste Jérôme, donc, tu vas nous parler du rapport de Brodeck, qui est short de Manu Larsenet d'après Philippe Claudel, tout fait par Manu Larsenet et qui est chez Dargaud pour 22,50 € le tome. Il y a 2 tomes. Il y a 2 tomes exactement. Donc avant tout, c'est un roman de Philippe Claudel qui est paru en 2007 et qui est adapté par Manu Larsenet. Alors Brodeck, il est forestier. Il recense la faune et la flore pour une administration lointaine. On sent le village isolé du monde au milieu des montagnes, on ne sait pas trop où. Une communauté humaine vivant en autarcie. Il habite une cabane, et il vient ce soir-là dans l'auberge, la seule auberge du village, chercher du beurre. Tous les hommes sont rassemblés, tous le dévisagent lorsqu'il entre. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce que tu veux, Brodeck? Viens chercher du beurre. Où est Landerer? Ne pose pas de questions, dit Orschwir, le maire du village. Il s'approche de Brodeck, le couteau à la ceinture. Ils ont tous un couteau. Tu vas écrire, Brodeck. Tu vas raconter ce qui s'est passé. Je ne sais pas écrire. Je ne sais écrire que des rapports à mon administration. Très bien. Tu écriras un rapport, sans rien oublier, mais sans détails inutiles qui pourraient cacher la vérité. La vérité, c'est la vérité de Orschwir, du maire. C'est pas la vérité du village. En fait, il veut que Brodeck écrive un rapport qui disculpe le village par rapport à ce qui vient de se passer. Et qu'est-ce qui vient de se passer? C'est la disparition de Landerer. Landerer, ça veut dire l'autre dans cette langue. Dans cette langue germanisante, on ne sait pas exactement où ça se passe, mais voilà, germanisante. L'étranger. Il a disparu, emporté par la folie des hommes, l'ignorance et les préjugés. Et aujourd'hui, il nourrit les cochons. Ça a l'air sympa. J'avais dit que c'était frais et léger. Hein. On est des spécialistes. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est que Brodeck, dans son rapport, innocente le village par rapport à ce qui vient de se passer. Brodeck n'a pas le choix. Lui aussi est un étranger dans ce village, même s'il y est arrivé enfant. Alors, il va interroger, il va reconstituer les faits, mais il ne va pas disculper les hommes du village. En fait, il va écrire 2 rapports. Un rapport qu'il va montrer au maire, pour lui montrer qu'il écrit ce qu'il veut, et un rapport en témoignage, en mémoire. Et c'est une histoire d'hommes, parce qu'il va interroger les hommes. Il n'y avait que les hommes présents ce soir-là, dans l'auberge. Pour autant, les femmes ne sont pas innocentes. Elles sont complices. On va découvrir la vie de ce hameau perdu au milieu de nulle part,
juste après ce qu'on devine comme étant la Deuxième Guerre mondiale. Nous découvrons aussi que Brodeck, la vie de Brodeck, sa grand-mère Fédorine, sa fille Poupette, sa femme Amélia, perdue dans sa tête et qui fredonne en permanence la même chanson. Broden, on l'a dit, c'est aussi un étranger. Et il l'a bien senti lorsque les soldats sont arrivés dans le village il y a quelques années. Et lorsque le commandant a demandé à ce qu'on désigne des impurs. Le village s'est réuni, le conseil du village s'est réuni, et on a dit 2 noms. Et dans les 2 noms, il y avait celui de Brodeck. Ils ont fait un loup-garou, en fait. Finesse. 2 heures après avoir mis 3 claques à pied, 2 heures après, les soldats étaient... Hein? C'est moi à pied. 2 heures après, Brodeck était emmené par les soldats en camp de déportation, en camp d'extermination. Mais ça, on le sait tout de suite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je spoil rien du tout. Par contre, je vous dirai pas comment ça se termine. Mais bien. C'est bien. C'est ça. C'est ça. Ça c'est change. T'as vu Donc, il est emmené dans un camp où l'enfer aurait ressemblé au paradis s'il existait. Là-bas, il va perdre une partie de son humanité, mais il va aussi survivre. Manu Larsenet, c'est un auteur qui est ultra connu dans le milieu de la bande dessinée parce qu'il a commencé par bosser dans Flûte glaciale entre 96 et 2004, entre 94 et 2006, excusez-moi. Et au départ, il fait des strips légers, potaches, voilà, pour amuser un peu la galerie. Et puis, il va sortir Le Combat ordinaire qui va marquer, en 4 tomes, qui va être une autofiction, en fait. Donc, c'est un roman autobiographique, 4 albums qui parlent un peu de son histoire, mais il ne se met pas en scène lui. Il interprète, en fait, son personnage comme étant lui-même. Donc, c'est un photographe dans la BD, alors que lui est dessinateur, mais c'est exactement la même histoire. À la suite de la mort de son père, suite à la maladie d'Alzheimer, il va retourner dans le village, etc. Il va retrouver des copains qui votent FN et il va essayer de comprendre pourquoi. Enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Ça va marquer. Et en tout cas, c'est un basculement pour Manu Larsenet qui va partir dans quelque chose de plus sérieux. Même s'il revient quand même à plus léger, il va écrire Le Retour à la Terre en 6 tomes où il explique son départ de Paris et son installation à la campagne. Et puis surtout, il va écrire Blast. Blast en 4 tomes qui va vraiment être marquant parce qu'on va avoir un album sombre, enfin 4 albums qui vont être très très sombres sur une sordide histoire de meurtre. À la fin du tome 4, quand il va sortir Blast, il va chercher une autre idée. Et c'est sa femme qui va lui dire « Tiens, lis ça », donc le roman de Claudel. Et à chaque page, il va dire « Putain, mais ça, je peux le dessiner, ça ». Et c'est comme ça qu'il va se dire « Je vais faire l'adaptation du rapport de Brodeck ». Alors, on reste dans le plombant. Donc, il va sortir le premier album en 2015, le deuxième en 2016. Et alors, il faut savoir que Larsenet, c'est un déprimé excessif. Enfin, il était un petit peu douté. Ouais. Donc, il publie peu. D'ailleurs, depuis le rapport de Brodeck, il n'a pas publié grand-chose. Il a fait un Valérian entre-temps aussi. On en reparlera. Il a fait un Valérian entre-temps aussi. Il a fait un Valérian entre-temps. Mais quand même, il publie très peu. Il est souvent au fond du trou. Et on le ressent bien là. Il va faire un album très glauque, mais d'une densité qui prend aux tripes. Un album qui poisse réellement, au point de le ressentir physiquement. En noir et blanc, avec un dessin taillé à la serpe, fouillé, avec une architecture travaillée. Ces personnages ont des proportions discutables, ça c'est clair, mais ils ont des vraies trognes, des vraies gueules. Et il excelle dans le dessin naturaliste, les arbres et les animaux. Pour revenir rapidement, Landerer, on ne sait pas finalement qui c'est, mais c'est le représentant de l'autre, de notre altérité. C'est l'artiste, le voyageur, le philosophe, celui qui bouscule quand il arrive, celui qui remet en cause nos certitudes. Sauf que quand il arrive dans un village qui est perclus de conservatisme, il ne veut pas être remis en cause dans ses certitudes. Et il ne veut pas être mis face à la noirceur de ses propres actes quand ils ont balancé comme ça le Brodeck et l'autre qui, lui, ne reviendra pas du... La foule est dangereuse. Et d'ailleurs, ça, hop. Alors, on ne vous les a pas fait passer parce que je voulais lire... Il y en a un, je crois, non ? Non. Oui, il y en a un qui passe. Les pieds, il en a fait passer. passer. On va en faire gagner un. Si vous avez des problèmes de... Et on fait passer un. Alors, ouais. De dépression. Voilà, c'est... Voyez, chaud, dès le début, c'est pas la joie, quoi. C'est ça. On sent que... Ce qu'il dit sur la foule. Depuis longtemps, je fuis la foule car tout est venu d'elle. On peut se rassurer en disant que la faute incombe à ceux qui exhortent, à ceux qui
font n'importe quoi, mais c'est faux, en fait. C'est la foule. La foule est un corps solide, énorme, tricoté de milliers d'autres corps conscients. Il n'y a pas de foule heureuse et paisible. Derrière les rires et la musique, le sang chauffe et s'agite. Je les ai vus, moi, les hommes à l'œuvre, quand ils ont la certitude de ne pas être seuls. Voilà, l'effet de foule qu'on connaît bien, hein, malheureusement. La meute. La meute, exactement. Brodek, c'est aussi un homme qui est seul face au reste, et il le dit bien aussi, et c'est toute la difficulté dans laquelle il va être confronté. Je suis le seul innocent parmi tous, le seul. En écrivant ces mots, je comprends soudain le danger que cela représente d'être innocent au milieu des coupables. C'est en somme très proche d'être le seul coupable au milieu d'innocents. Merci, Jérôme. C'est bon, t'as fini là parce que t'as gagné le prix Tizak de la chronique longue. J'avais dit, je disais que je serais un peu long. Voilà. Si, juste un truc. Ouais. Depuis un an, on sait qu'il travaille sur un projet, Larsenet, et on sait que c'est la route de McCarthy. Donc peut-être que très léger de la aussi, légèreté, ouais. très léger aussi. Prix Pulitzer quand même, hein, la route. On a eu quelques planches qui ont été diffusées comme ça dans des médias. Voilà, on attend tous, mais en fait, on n'a aucune info précise de date de sortie, d'éditeur, rien du tout. On ne sait pas, mais ça va peut-être arriver. Et on va appeler maintenant Azertov, notre dernier invité. Azertov qui va être plus léger, mais qui va quand même parler de guerre, parce que c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Mais plus légèrement. Je veux dire, c'est la guerre plus légère. Oui. Tu vas nous parler de La balade de Yaya de Jean-Marie Aumont et Golo Zhao, qui est sorti aux éditions Fay pour 8,90 € le tome, mais on trouve maintenant des intégrales qui recueille 3 tomes, et donc il y a 3 intégrales, parce qu'il y a 9 tomes en tout, et c'est fini. C'est ça. Alors, l'histoire, je l'ai lu il y a hyper longtemps quand c'est sorti en intégrale, donc je n'ai plus trop les noms ou l'historique. Je sais que ça se passe pendant une guerre en Chine, et on va suivre l'histoire donc de Yaya et de Tudor. Il me semble que c'est ça Tudao, je crois. Tudao. Qui sont du coup 2 enfants chinois et qui vont partir justement essayer de retrouver les parents de Yaya qui ont été du coup séparés, et on va suivre justement cette péripétie entre dans une ville en ruine vraiment pendant la guerre et après dans la campagne, etc. Yaya, c'est un peu la petite fille bourgeoise. Tudao, c'est le garçon des rues. Et en gros, parce qu'elle n'écoute pas ses parents, elle se retrouve éloignée d'eux et elle doit le suivre. Et moi, j'ai accroché en fait au dessin et à la colorisation. Il me semble que c'est aussi Golo Zhao à la colorisation. Oui. Au niveau de son trait, c'était hyper joli en fait. J'ai eu la chance de le croiser 2 fois en dédicace, une fois à Brive-la-Gaillarde et une fois au Festival BD de Colomiers, très bon festival BD, soit dit en passant. Et il était présent et du coup, on a pu échanger vite fait 2-3 mots, parce que du coup, il parle que chinois. Mais il y avait une interprète qui était là. Il se balade avec une interprète la plupart du temps. Ouais. Et donc du coup on a pu échanger vite fait, comme quoi j'aimais bien ce qu'il faisait et que c'était une bonne histoire. Alors pour l'anecdote, moi j'ai les versions en grand format intégrale. Et les petits formats, c'est plus petit que l'italien à peu près, ce format l'italienne. Et c'est aussi, ça prend moins de place et ça a l'air d'être pas mal. Ouais. J'aime beaucoup le format de l'édition originale, qui est moins classique, mais qui est très joli. Toi, ce qui t'a vraiment bluffé, c'est le côté dessin, couleur. Et est-ce que tu es arrivé au bout de la série ? Oui, j'ai fait les 3 intégrales. Est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de cette série ? Parce que nous, on est arrivé à la fin du premier intégral, on a dit... Ah merde, ça va suivre, quoi. Tu fais chier, Zertov. Ah oui, bien sûr. Il se venge de 10 ans, tu vois. Mais oui, ça vaut clairement le coup. J'ai plus vraiment la fin, mais comme ça permet pas de spoiler. Mais ouais, j'ai vraiment accroché à cette histoire-là. Et en fouillant un petit peu, j'ai appris qu'il y avait une suite. Ouais. Et du coup, je fais mais il y a une suite et qui est sortie il y a aussi déjà quelques temps dessus. Donc je fais ça serait peut-être aussi l'occasion de récupérer la suite et voir ce qui se passe après.
Même chose en fait, c'est surtout l'aspect graphique que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui sert vraiment de contrepoint à l'horreur de la situation parce que bon, ces deux enfants, un qui est issu de milieu de la rue et elle qui est issue de la grande bourgeoisie des comptoirs, ils se retrouvent propulsés tous les deux dans le même style de vie, de la guerre, et c'est quelque chose d'assez horrible, et pourtant voilà, le style graphique vient vraiment en opposition à tout ça et permet de fluidifier énormément l'histoire et la scénarisation de tout ça. Donc voilà, c'est une chouette première intégrale. Alors encore une fois, je suis resté frustré un peu comme Pierrick. Tellement. Tiens, et ils s'en vont sur le bateau et on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, donc ça coince un petit peu, mais bon, le climax est là et donc ça marche très bien. Le chapitrage du coup de l'intégrale est vraiment intéressant. Donc je pourrais pas dire pour le format italien parce que je l'ai pas vu, mais le format intégral est vraiment intéressant. Par contre, ça a dû faire un sacré travail de remise en page et d'édition. Voilà. Je me suis posé la question. Chapeau l'éditeur qui a pas simplement fait on prend les albums et on se les colle ensemble, quoi. Je me suis posé la question et en gros sur certaines planches il y a un gros travail. Sinon la plupart du temps il a juste mis une planche au-dessus de l'autre en fait. Mais il y en a certaines où tu sens qu'il y a un boulot de remise en page pour te faire une double page, ce genre de choses là qui ont dû demander un sacré travail. Vous avez quelque chose à ajouter, les copains? Non, sa vengeance était bonne. Il a bien travaillé. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on lui fait acheter des BD. Là, du coup, il a dit c'est bon, je vais me venger. Ok. Non, puis c'est bien, il a trouvé une BD qu'on n'avait pas chroniquée en 10 ans. Bon, non, c'est bon. Ça, c'était un challenge, en fait. Même pour Cobal et Randall, c'était un petit peu compliqué en disant ah mince, qu'est-ce qu'il faut prendre? Bon, bah, ça, c'est fait aussi. Ça, c'est pas connu, mais ils l'ont fait quand même. C'est chiant, quoi. Ça, c'était de la merde, mais ils l'ont fait aussi. Après, on peut juste, historiquement parlant, rappeler quand même que l'invasion du Japon en Mandchourie et à Shanghai, ça a été alors on n'a pas le droit de parler de génocide puisque ça n'en est pas un, mais n'empêche que ça a été un massacre absolument terrifiant. Et c'est très intéressant pour les Occidentaux que nous sommes de découvrir un petit peu cette histoire-là aussi à travers le prisme de ces deux enfants. Là, pour le moment, on voit pas trop de scènes de guerre encore. C'est que le tout début, c'est les premiers bombardements de Shanghai. Mais il faut savoir que les Japonais ont fait des exactions abominables en 1937 en Mandchourie, avec les femmes qui vont être emportées manu militari au Japon pour servir d'esclaves sexuels, avec des massacres absolus de la population chinoise. Donc oui, ça a été un des premiers grands massacres de la Deuxième Guerre mondiale, puisque ça va appeler les massacres qu'on va connaître après. Donc c'est bien aussi de connaître un petit peu cette histoire-là par ce biais-là, et peut-être de façon un peu plus légère par le regard des deux enfants, mais de pouvoir l'appréhender. Ça, c'est chouette. Ça reste une BD qui est vraiment pleine d'espoir, je trouve. On imagine qu'ils vont s'en sortir. En plus, il y a une suite, t'as dit, donc ça donne. C'est peut-être pas avec eux. Peut-être pas avec eux. Voilà, bah merci Azartov, c'est un plaisir de t'avoir personnellement, en vrai devant le micro. Moi c'est un coup de cœur, hein, je le mets tout de suite, même s'il y a une suite. Hein, parce qu'on attend la fin de la saga. J'aime bien ça. On attend la fin. C'est un de nos défauts réguliers, on ne sait pas s'il faut attendre d'avoir lu toute la série pour mettre un coup de cœur ou pas. C'est pas un défaut, c'est un questionnement. C'est un questionnement. Des fois on attend et des fois on n'attend pas. Donc là il n'attend pas. Merci beaucoup. Merci. On passe encore au cadeau, avec encore du quiz. Alors là, dans le premier, il va y avoir un rapport de Brodeck qui va être gagné, c'est le tome 1. Non, il n'y a que la jaquette. Il n'y a que la jaquette. Donc l'autre, il est en train de circuler. Et c'est le... Là. Attention, c'est parti. On t'a vu. Nous sommes le secret le mieux gardé de l'univers. Loupe. Mais oui. Bravo. Ce n'est pas qu'un film. Oui, c'était une BD au départ. Si. C'était une BD éditée par Dark Horse. Hein? Pardon? Men in Black. Voilà. Donc c'était pas une BD, c'était une BD au départ qui était éditée chez Dark Horse, une BD américaine. Et ça, peu de gens le savent. Suivant. Alors là, va y avoir un balade de Yaya qui va partir. Bonne chance, parce que c'est dur. C'était pas bien. C'était trop bien. Allez, les détails. Il y en a pas? Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. Poète au fond. Bravo. Bravo. Ah, le bleu est une couleur chaude qui a été adaptée en La vie d'Adèle. Du coup, tu as droit au même cadeau, bravo. Un film qui a plus fait parler de lui par les scandales qu'il y a eu autour que par ses qualités. Et bon, il a eu un prix quand même. Oui, pareil, qu'il y a eu un truc, un phoque, je sais pas quoi, un minou, un chaton, je sais pas.
En tout cas, bravo. Celui-là, attention, montre pas trop. On le cache, ce que on le cache. c'est. Oui, cache-toi, Jérôme. Voilà, c'est parti. Non, pas sur tes fesses. Barbara, j'aimerais apprendre à te connaître un petit peu mieux. Tu en as beaucoup, des amis? Et ta sœur Karen? Moi, j'y jouerais à ton truc de dragon si tu me le demandais. Ça alors, ce serait vraiment tordant. Hop. Alors oui n'est pas une onomatopée. Bravo. Je comprends pas l'anglais, moi. Chasseuse de géants en français. La chasseuse de géants. I Kill Giants en version originale. Le truc était pas évident, mais à un moment donné, elle dit je tue des géants dans la bande-annonce. Je me suis dit que c'était un indice qui pouvait aider. Donc voilà. Sinon, il n'était pas Bravo vraiment. à Zertov, évident. c'était franchement pas facile. Je pense qu'il a pu trouver parce qu'on l'a chroniqué dans nos merveilleuses émissions. Donc n'hésitez pas à écouter notre podcast. Tais-toi, tu l'as reconnu parce qu'on l'a chroniqué. Sachez que tout ce qu'on fait gagner là sont des BD qui, à un moment donné, ont eu justement un coup de cœur dans nos émissions. Ce qu'on disait, des choses pas évidentes à choper. Et on va pouvoir. C'était avant que Jérôme soit là. Oui, c'est vrai. Avant, c'était plus facile. Mais merde, à la fin. Non, mais par contre, juste, excuse-moi, je m'inscris en faux. Men in Black, jamais, non. Men in Black n'a jamais eu de coup de cœur chez nous. Non, je parle des trucs qu'on gagne. J'ai pas dit des trucs qu'on chronique. Ah, ok, je parle d'accord, des BD qu'on fait gagner. Oui, Et Michel Vaillant non plus, d'ailleurs. Non, on n'a pas vraiment fait Michel Vaillant. Voilà, du coup, on le mettra. Mais c'est un coup de cœur de notre auditeur invité, Voilà. donc il le mérite. En fait, quand on est tipeur, on a tous les droits. Voilà, c'est. Bah, tu donnes de l'argent après tout. Donc donner des sous et voilà. Non, on n'est pas des prostituées, non. Voilà. C'est à mon tour de me lancer. C'est un peu délicat de passer après toutes ces chouettes chroniques. Mais mets-toi un jingle tout seul. Ouais, mais je l'ai fait. Non, mais relance-le. On sait que toi, tu vas tenir le temps surtout. Ça, c'est bien. Ouais, on va voir, parce que je vais parler de quelque chose de. Voilà. Je vais vous parler d'Héraclès, d'Édouard Court, au scénario, au dessin et à la couleur, qui est sorti chez Aquileos. Alors, il y a eu 3 tomes. Maintenant, on trouve un intégral à 45 €, mais je vous en parle un peu plus après. Éliminer 10 ans de BD pour choisir son titre préféré, c'est vraiment pas évident. Je vous le dis de suite. Faut quand même galérer qu'on n'en peut plus. Donc j'ai commencé par faire une rapide sélection. Il restait 19 albums à éliminer et j'avais pas envie, quoi, parce qu'ils étaient bien tous. Alors j'ai commencé à réduire encore à 5 albums et puis j'ai regardé ce qu'ils avaient choisi en me disant peut-être qu'ils ont choisi un truc que j'aurais choisi. Donc je vais pouvoir éliminer aussi. J'ai juste éliminé 3 ombres. Voilà. Tant pis. Enfin, si, ça m'a aidé. Et puis j'ai refeuilleté les albums en disant mais c'est lequel que je suis prêt à relire des centaines de fois. Parce qu'en fait, son BD préféré, c'est aussi celle qu'on est prêt à relire autant de fois et qu'on va pouvoir conseiller à tout le monde. Martine avait les pages collées. La réponse m'a semblé évidente. Alors j'ai mis de côté La jeunesse de Picsou, qui reste un chef-d'œuvre. Astérios Polype, qui est très particulier, mais moi que j'ai adoré. J'ai laissé In Waves aussi, que tout le monde n'a pas aimé dans l'équipe, mais que moi j'ai trouvé fantastique. Et tous les albums de Stéphane Fert, qui est un illustrateur que je ne saurais que vous recommander parce qu'il est génial. J'ai fait mon choix. C'était une tâche impossible, et donc forcément c'était Héraclès. Ça allait de soi. C'est le 13e travail. Donc, Héraclès ou Hercule, l'histoire, on croit tous la connaître. C'est celle d'un demi-dieu qui a accompli 12 travaux. On croit tous la connaître, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui peuvent citer les 12 travaux d'Hercule? Tout de suite, allez. Ouais, voilà, non, je veux. Ouais, ça, c'est pas évident. Hein. Le lion de... Voilà. Bon, en gros, c'est super compliqué, donc on croit qu'on connaît tous l'histoire. Mais déjà, voilà, on peut pas le citer. La Maison des Fous ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il a dû faire ces travaux? Oui, non, la Maison des Fous, ça marche pas. C'est une autre histoire qui est bien aussi. Donc, oui, c'est une idée. Et il se passe quoi après quand il les a finis? Parce qu'on sait qu'il les a finis, mais c'est bien tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce que va nous raconter Édouard Court. Il s'attelle un travail que bien d'autres ont tenté avant lui. Hein, je veux dire, des BD sur Hercule. Il y a même eu un comic Marvel qui s'appelait Hercule. Il y a même eu Pif Hercule, mais ça n'avait rien à voir. Voilà. Et lui, c'est sa première BD. Et là, tu te dis, putain, le mec, tu te lances dans un projet. Moi, j'aurais eu la pression, quoi. Je veux dire, je racontais l'histoire d'Hercule, tranquille. Voilà. Donc, pour rappel, Alcide, c'est son nom au départ. Il s'appelle Alcide. C'est le fils de Zeus et d'une humaine. Héra, la femme de Zeus, elle a plutôt mal pris d'être encore une fois cocu, parce que bon, c'est un peu habituel chez elle. Voilà, et elle décide un peu d'emmerder Alcide tant qu'elle peut, une histoire de dire. Donc déjà, elle empêche de prétendre au trône de Mycène, parce que son père, il avait dit hey, mon fils, il sera l'empereur, il aura le trône de Mycène. La technique très simple qu'elle fait, c'est qu'elle dit bah, tu vas rester plus longtemps dans le ventre de ta mère, comme ça, il y aura un autre héritier qui va naître et il prendra ta place. Donc voilà, il n'a pas le trône. Et puis après, elle décide de le maudire. Donc Alcide va devenir la gloire des rats, Héraclès, en bon grec, que je ne maîtrise pas du tout, et il est désormais pris de crises d'ultra-violence aléatoire.
Voilà, juste Hera dit « Ah tiens, il va pas être content là maintenant, il va partir en vrille. » La première d'entre elles, elle est cool, elle entraîne juste la mort de sa femme et de ses enfants. On est encore dans les trucs joyeux. Hein. Donc le mec, franchement, Alcide, là maintenant, Héraclès, il a un peu les boules. Comme elle est sympa, Héra, un peu quand même, elle lui laisse une chance de prouver sa valeur et de devenir un dieu. Voilà, à part entière. Voilà, s'il réussit les épreuves impossibles que doit lui donner le roi de Mycène, donc son cousin, qui s'appelle Eurysthée. Édouard Court, il prend le récit dans le sens classique. Il commence par la première épreuve, qui est le plus simple, mais il ponctue son histoire de flashbacks et de rappels assez morbides. En effet, Alcide est hanté par tous ceux qu'il a tués, qui le suivent dans l'ombre, et qui lui rappellent toutes ses erreurs passées et tous les massacres qu'il a pu faire, volontairement ou pas. Et dans l'ombre, il y a toujours sa femme et ses enfants derrière qui ne lui parlent pas. Cette construction se permet de créer un rythme qui mélange scènes d'action, d'émotion, mais aussi d'humour. Parce que dans la façon dont c'est écrit, il y a un humour assez moderne, qui est pas sans rappeler le ton d'un Kaamelott, pour vous donner un peu le genre de blague et de réflexion peuvent avoir les personnages entre eux, qui joue beaucoup sur le dialogue. Pas faux. Voilà, pas faux. Il s'amuse à alterner les genres, et il arrive à nous maintenir pas mal captifs avec ça. Côté dessin, franchement, moi je trouve que ça en jette, on peut ne pas aimer, mais c'est un trait qui est inspiré des motifs des poteries grecques, hein, un truc noir sur fond ocre, mais on retrouve la modernité simple d'un Christophe Blain, pour ceux qui connaissent, mais aussi des cadrages, des raccourcis de perspective qui sont plutôt japonais dans la façon dont ils jouent sur les cadrages, alors que le découpage est recta, c'est-à-dire c'est des cases bien droites. Il n'y a pas de cases qui sont tordues dans tous les sens comme on retrouve dans les mangas, et on oublierait que les cases sont bien droites tellement la façon dont ils te dessinent les perspectives et les scènes d'action en jettent. Et puis il y a aussi des planches, des doubles pages qui sont contemplatives, qui sont pleines de pureté graphique. C'est vraiment de la finesse, de la beauté, avec des trouvailles efficaces pour certaines situations plus originales, comme le voyage aux enfers. Parce que oui, il va se faire un tour aux enfers, plusieurs fois même en fait. Parce qu'il doit péter la gueule à Cerbère, c'est un des travaux, pour vous donner une idée. Et le remplacement d'Atlas, parce qu'il doit remplacer Atlas. Bon, Atlas est un petit peu stupide quand même, il se fait bien avoir derrière. Je dois aussi mentionner les grands oubliés de la critique BD, même si certains d'entre nous en ont parlé, ça me fait plaisir. C'est la couleur. On en parle assez peu et pourtant c'est très important. Ça reste dans les ocres de la poterie, ça évite le bleu, ce qui est une couleur rare et qui est une couleur divine. Le bleu n'est utilisé que pour ça et qui, pendant presque toute la BD, est aussi une couleur maléfique pour le coup, parce que les dieux, ils sont pas cool. Et ça va jusqu'au lettrage au niveau des couleurs, c'est-à-dire que c'est un lettrage, pareil, c'est à oublier, on parle pas du lettrage, c'est important, qui est très informatique pour les bulles, qui est à la main pour les onomatopées. C'est un style à la grecque, avec des traits qui font vraiment penser aux lettres à la grecque, mais ça reste lisible. Et ça joue aussi bien sur le fond et la forme, et même sur les couleurs. Les dieux parlent d'une autre couleur que les humains. Et la colle, t'as oublié la colle pour les livres, c'est super important. La colle, oui, la colle est importante. L'épaisseur du carton aussi. Oui, l'épaisseur du carton. Le poids, oui. Voilà une vraie question. Voilà, ça c'est une vraie question. Dans le 3e tome, en allant au-delà des 12 travaux, parce que ouais, au bout de 2 tomes, il finit les 12 travaux, Édouard Court donne de la profondeur à son héros. Il le montre torturé, plein de conflits intérieurs. Il cherche encore à échapper à l'influence des dieux, parce que même s'il a fini, en fait, c'est pas si simple que ça. Il a gagné le droit de devenir un dieu, mais il n'est pas un dieu. Et même si l'histoire est censée être connue, je vais pas spoiler le vrai final de la BD. Je dirais que je vois qu'un seul défaut à la série. Il y a eu un bonus online qui est annoncé dans le tome 3, il y a un petit lien, alors je sais pas si dans l'intégrale il y a encore, mais c'est du flash, et en gros plus personne peut le lire, autant dire, c'est une galère, enfin si on peut y arriver, mais il faut être un peu geek. Bon, après, c'est un petit défaut de rien du tout. Les 3 tomes ont été réunis dans un superbe intégral, qui est pas évident à trouver, mais qui va être réimprimé en février prochain. Donc c'est important à savoir, faut attendre, c'est dans longtemps. Et ça va pas être facile donc de le trouver rapidement, comme il est difficile de le choisir, même si maintenant, en y réfléchissant, ça me semble une évidence. Car à bien y réfléchir, c'est aussi une BD qui représente pas mal la diversité des goûts de notre équipe. On va dans la mythologie à tendance historique, il y a même des bateaux. Il y a du rythme, des expériences narratives, une pagination pesante, hein, c'est quand même un beau volume. Et puis, c'est bien ça. Il y a autant d'émotions que d'humour, parfois limite, ce qui est assez proche aussi de ce qu'on peut faire. C'est bien aussi ça. Voilà. Et quelque part, je trouve que c'est un exploit de combiner toutes ces qualités. Ah, tu reconnais que ce sont des qualités donc. Donc voilà, Héraclès d'Édouard Court, moi je peux que vous recommander, c'est un chef-d'œuvre et je voulais pas faire circuler. T'as plus le droit de dire qu'on est trop long. Ouais. Franchement, plus le droit. J'ai des archives pour là, 15 ans. Maintenant c'est. Oh, ça va. Ah non, J'ai des archives pour 15 ans. Je vais être bien et détendu sur les prochaines émissions. Allez, on part sur le dernier quiz. Vous allez morfler votre mère. On part sur le dernier quiz. Je regarderai le timing que j'ai fait, mais je me demande si j'ai. T'inquiète pas, c'est filmé. Le dernier quiz, c'est parti. On attaque avec le. Non, tu ne donnes pas le titre. On attaque avec 1. CW7.
On nous a assuré que le CW7 était la réponse au réchauffement climatique. Adieu le réchauffement climatique. Hop. Ah voilà. Oui, bien joué. Donc on l'oublie, c'est une BD de Rochette, entre autres, je crois qu'il y a un scénariste aussi que j'ai oublié, qui a été adapté en bande dessinée. Là, tu dois avoir... c'était ouais, Akil J. Voilà. Et qui est, franchement, le film est pas mal, surtout que c'est un truc bizarre, c'est un film coréen avec un casting américain. Oui, c'est un bon truc encore pour se pendre. Voilà. Le suivant, c'est lui. Ici le Major. Je suis sur place. Il faut flopper, il faut faire un truc. Ouais. Ah. Lui, il a pas gagné. Ouais. On a un splaf. Ghost in the Shell, effectivement. Yeah. Ah, pour ceux qui l'ont vu, le mot Major, c'est évident, mais ça aurait pu être Major Blueberry, par exemple, hein, qui est aussi une BD qui a été adaptée en film. Ou Majorette, ouais, t'as raison. Oui. Voilà, Major Fatal, il y en a plein. Et alors celui-là, franchement, il n'a pas été évident. On peut parler juste 2 secondes quand même du cadeau qui vient de gagner, Kobane Calling, qui était une excellente bande dessinée. Voilà, c'est très très bien, Kobane Calling. Il y a de la page. Ouais. 1083. Il y a un siècle, une guerre terrible éclata. Les humains ont pensé mettre fin au conflit en se raccrochant aux enseignements de la coalition Gaïa. J'ai décidé de parier sur Rotabla. Moi, j'ai viré des trucs pour pas qu'on sache. C'est un véritable rebelle. Un siècle qu'il se révolte contre la coalition Gaïa. Nous devons en finir avec lui pour de bon. Il est chaud celui-là. Il faut qu'on se batte, capitaine. Levez-vous. Il est là joué. Tu as dit vouloir agir au nom de la liberté. On a un Pouic à gauche qui n'a pas du tout été soufflé par Asmar. Bravo, Albator. Il n'était pas évident. Quelle culture, mais quelle culture. Bravo, franchement, félicitations. Tu repars avec l'écorce des choses, et ça, c'est beau, l'écorce des choses. C'est vraiment très, très mignon. Ouais, l'écorce des choses, c'est chouette. Et bah, c'est pas mal tout ça. Peut-être qu'on pourrait remercier Stéphane de Canva quand même. Oui, alors j'arrive pardon, au remerciement. t'allais y arriver, Non, mais excuse-moi. j'ai prévu des remerciements parce qu'on peut pas y échapper, c'est le truc un peu difficile. Donc je peux difficilement quitter cet exercice, ce que j'avais écrit, tu vois. Je vais tâcher de faire vite. Merci nos parents. Donc déjà, je vais remercier tous ceux qui nous ont soutenus sur Tipeee, parce qu'on a un Tipeee, tipeee.fr. Pas nos parents. La Voix des Bulles. Pas Et ils nos sont femmes. suffisamment peu pour que je les cite tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début. Ils vont être beaucoup donc plus merci nombreux après à cette soirée. Le Yav, Stéphane, Arnaud Doucet, Cobal, Warloff, Carotte, Matt Deka, El Pouillou, Bob, Tot et Chevonne. Je vais pas pouvoir remercier tous les chroniqueurs qu'on a invités depuis qu'on a commencé le podcast, parce qu'on a eu un paquet en fin de compte quand j'ai commencé à fouiller. Mais je fais un merci spécial à Matt, Manga et Merton qui ont été des réguliers. Ouais, tu peux nous dire merci à nous aussi de temps en temps, mais bon. Oui, mais je dis merci à chaque fois. Je veux aussi remercier Bad Geek qui nous accueille sur ce super festival au podcast et qui est vraiment une expérience super sympa. Je remercie PodCloud qui nous fait nos flux RSS et ça c'est cool. La BDRI qui est le meilleur libraire du monde à Aix. La BDRI, voilà. Aix-en-Provence. Voilà, Guillaume qui est notre co-chroniqueur qui n'a pas pu être là, qui est libraire là-bas parce que il a travaillé le pauvre aujourd'hui. Il y en a qui ont du boulot. Voilà, et puis vrai. les éditeurs qui nous ont fait confiance en nous envoyant des bouquins et qui continuent à le faire, en nous envoyant des services de presse de temps en temps. Et surtout Stéphane de Canva. Donc vous avez tous ceux qui ont gagné un 100 milliards d'immortels. Donc c'est un auteur marseillais qu'on avait rencontré lors d'une émission Jamais les spéciale. premiers. Qui, lui, quand je lui ai demandé s'il avait fait ça, celui-là, il avait fait sur un crowdfunding. Quand je lui ai demandé, est-ce que tu voudrais bien participer? Je me suis dit, le pauvre, il a fait ça sur un crowdfunding, il a galéré, il m'a refilé un carton. Voilà. Peut-être qu'on lui a rendu service, hein. Ça fait de la place chez lui. Hein. C'est possible. En tout cas, un grand merci à Stéphane de Canva. C'est un très bon auteur en plus et hyper sympa. Voilà. Et surtout, je voudrais remercier les rires en arrière-plan. Merci Evelyne. Voilà. Un petit coup de rire, Evelyne qui est notre rire en arrière-plan pendant les émissions. Et qui nous accompagne à tous les enregistrements. Ouais, puis maintenant, c'est plus moi qui ai besoin de servir à boire, alors moi, ça m'arrange. Merci, Evelyne. Niveau timing, on est pas mal du tout. On est même trop bien. Ouais, donc ce que je propose, c'est que... Je peux refaire ma chronique. On a encore des trucs... Non, on a encore des quiz si je peux ça vous finir, amuse. Je peux finir la mienne, j'avais pas eu le temps de la finir, j'ai été coupé. Même s'il n'y a rien à gagner. Allez vous faire cuire le Il n'y a cul. plus rien à gagner derrière. Ça vous parle mal. Non, c'est pas à moi, je peux pas faire gagner les livres, pas à moi.
Et puis, je crois qu'on va aussi remercier mes chroniqueurs qui ont quand même. la joie de m'accompagner. Merci. Merci Jérôme, merci Thierry, merci Mathieu. N'hésitez pas à venir nous écouter, une émission par semaine, Alors, toutes les 4 semaines, c'est une En émission même temps, on le dit spéciale. jamais, on peut peut-être dire merci au dictateur. Non. Merci, dictateur. Si, remerciez Merci le le dictateur. dictateur. Ça fait mal de dire ça quand même. Merci à un dictateur. Ça fait un peu, ça fait chier. Ouais. Merci Vladimir. Voilà. Donc, podcast, ça continue demain. Il y a encore plein de chouettes podcasts à écouter. Oui. Nous, on espère vous retrouver. On va pas pouvoir être là toute la journée parce qu'on a un long voyage pour rentrer à Marseille quand même. Oui. Et puis sur ce, je crois De toute façon, vous allez tous avoir un bon long voyage, donc n'hésitez pas à écouter le podcast. Le nôtre ou un autre, peu importe, tous les podcasts. Il y en a des tonnes. Moi, j'ai découvert des trucs là, ça donne vraiment très envie. Ciao, bye à tout le monde et peut-être à tout de suite si vous voulez continuer du quiz. On a plein de trucs en stock. Ciao. Bye bye.